Si tu veux faire un sourire Colgate, hein, tu peux. Je venais de dire à Eva, tant qu'il n'est pas assis là... Il peut se passer quelque chose. Il peut se passer... Écoute, toi t'es prêt ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un épisode très spécial pour nous car notre invité nous a reçus directement dans la mairie de Charleville-Mézières. Il s'agit bien du maire de notre ville, Boris Ravignon. Mais que pense-t-on de la vie quand on a de telles responsabilités ? Quand on peut être dans une ville le matin, une autre le midi et enfin aller faire son footing le soir ? Comment tout concilier ? Vie privée, vie publique, en gardant le sourire et cette folle envie d'avancer et de faire bouger les choses. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir répondu. C'est parti. On s'est vu depuis 5 minutes, mais bonjour Boris. Bonjour Victorine. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Ta journée ? Ma journée s'est bien passée. D'abord, j'étais ce matin en province, je suis revenu à Charleville, j'ai fait plein de belles choses aujourd'hui, on a avancé sur plein de sujets et donc je suis très content. Je garde une question dans le coin de ma tête pour plus tard, parce que justement je voulais en parler ça de tous les mouvements que tu faisais en une seule journée. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà pu écouter un de nos podcasts, mais les podcasts commencent toujours par 3 questions. Alors il faut respecter la tradition, là, je m'y plie bien volontiers. Et aussi avec Eva, on est super heureuse de te recevoir, enfin que tu nous reçoives plutôt, parce qu'on est à la mairie de Charleville, dans la salle éthiopienne, donc merci beaucoup de nous recevoir. Alors elle vient juste d'être rénovée, ce qui fait qu'il n'y a encore pas les décorations au mur, mais ça ne va pas rester aussi c'est un peu froid là pour l'instant. Ça a été refait cet été, ça ne l'avait pas été depuis presque 20 ans, et donc on a remis un petit coup de peinture sur les agents de la ville qui ont fait ce beau travail, et puis on va maintenant y accrocher des tableaux, des choses qui parlent de notre territoire, avec des créateurs locaux. Ah bah super, et ben encore plus heureuse de... Ah, le petit carillon, si on peut l'entendre. Ah bah, si on est là pendant une heure, on va l'entendre plusieurs fois. Alors Boris, quand tu as envie de souffler un petit peu, tu préfères aller à la mer ou à la montagne ? Alors, je n'ai pas vraiment de préférence, mais c'est vrai que quand je veux souffler, je vais privilégier des endroits où je vais justement pouvoir me retrouver seul ou avec ma compagne, enfin des endroits où on va être un peu isolé. Et ça peut être aussi bien certains endroits sur la côte landaise, sur l'Atlantique, où on est seul face à l'océan et on peut retrouver ce moment un peu d'apaisement et on se retrouve seul face à soi-même, ça fait du bien de temps en temps. Ou alors marcher en montagne comme je l'ai fait l'été dernier en Corse par exemple, c'est aussi une manière de se retrouver, de retrouver les siens en tout petit comité. Ça peut être les deux, vraiment. Un peu des deux, tant qu'il y a ce côté serein, paix et silencieux peut-être. Et effectivement, un peu d'isolement quand même. Je suis beaucoup moi dans l'activité, assez intense, voire à certains moments qui pourraient même paraître frénétiques, et donc les moments de repos sont plutôt des moments très calmes. C'est-à-dire que si après l'activité, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller en vacances par exemple à Ibiza. C'est pas exactement ça. Et après on réenchaîne. Et non, là je dois dire que j'aurais l'impression de continuer le boulot sur un cran encore supérieur. Donc je préfère la montagne, la randonnée en montagne ou la mer, mais dans pas les bords de mer très très fréquentés qu'on peut avoir par exemple sur la Côte d'Azur ou à Deauville, etc. C'est pas ce que je préfère de la mer. En un seul mot, si tu n'avais pas été maire, tu aurais fait quel métier ? Alors, avant d'être maire, c'est pas pour, mais ça me permet de réfléchir, mais avant d'avoir cette idée de l'engagement politique, je pense que j'ai rêvé d'être plein de choses.
La première des choses dont j'ai juste... parce que c'est assez drôle, dont j'ai eu envie au début, parce que je les trouvais athlétiques, héroïques, en courant et en s'accrochant au camion qu'ils poursuivaient. J'ai voulu être ébloui. C'est vrai. Vraiment, mais vraiment. Ou poubelleur, comme on dit quand on est petit. Exactement, j'avais une petite sœur qui était dans une chaise haute, et donc je courais, et hop, je montais comme le font les rippers, comme on dit aujourd'hui, après le camion. Et je trouvais ça, étant enfant, j'étais admiratif de les voir comme ça courir après les véhicules, ce qui, moi, enfant, m'était totalement interdit. Donc il y avait un truc de... Et heureusement. J'admirais vraiment ça. Et alors, j'ai un petit peu pu vivre ça, puisque je suis allé passer, il y a quelques mois de ça, toute une journée avec une équipe de ramassage. J'ai pu voir effectivement que c'est vachement sportif, et à quel point les malheureux sont confrontés un peu à l'égoïsme de notre société. C'est-à-dire que les gens jettent dans les poubelles, et puis ensuite après, ils laissent c'est plus leur problème, et laissent aux autres le soin d'évacuer tout ça, et ils sont confrontés à ça, et donc je confirme, ils sont héroïques dans tous les sens du terme. C'est vraiment un métier exigeant, ça, il n'y a pas d'autre mot. Mais donc voilà, j'ai commencé par rêver de ça. Très honnêtement, un peu plus tard, j'ai eu envie d'être acteur, comme beaucoup. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas allé, plus au bout. Je pense parce que notamment assez vite, j'ai eu cette envie finalement du service public. Je rêvais effectivement de trucs, pour les enfants qui inquiétaient beaucoup mes parents, un enfant qui veut être préfet, par exemple, c'est quand même assez vite inquiétant pour une maman ou un papa. Bon, non, mais j'ai rêvé de service public assez vite. Après, c'est encore possible, hein. Être maire et après acteur, on ne sait pas. Oui. La vie est faite de surprises. C'est vrai. Certains ont fait de la politique, et ensuite sont passés du côté des arts, du théâtre notamment. On verra. Dans une dizaine d'années, on refera une interview et je te demanderai alors ce boulot d'acteur. Alors voilà, il faudrait quand même que je commence à prendre des cours sérieusement, parce que c'est... On a beau dire qu'on développe des qualités d'art dramatique ou comique en politique, je crois qu'il y a quand même vraiment aussi une technicité qu'on a. C'est pas le même acting. Non. Et ma troisième question, c'est quelle est ta petite Madeleine de Proust? Qu'est-ce qui me rappelle? Les bergamotes de Nancy. Ok, c'est précis. Oui. Et puis parce que ça arrive régulièrement de retomber sur des boîtes de bergamotes de Nancy. Bon, je vais à Nancy de temps en temps, et c'était effectivement un cadeau d'une famille du côté de mon père, qu'on avait étant tout jeune. Je peux pas dire qu'à l'époque j'adorais ça, mais finalement aujourd'hui je dois reconnaître que quand j'en mange une, c'est le goût de l'enfance. Enfin, ça me reviennent beaucoup de souvenirs de mon enfance, notamment dans le village de mes grands-parents, Aubigny-les-Potées. Ok, merci pour ces 3 questions. Et Boris, c'est le moment. J'y vais. Ah oui. Pour toi, c'est quoi la vie? Pour moi, la vie, c'est essayer de construire. Je pense que du plus loin que je me souvienne, notamment quand on est enfant, on fait l'expérience assez vite, malheureusement, de la perte de proches. Et puisque tu parles de la vie, je vais forcément parler de la mort, mais assez vite, comme enfant, on comprend qu'un jour, ce qui paraît être une promenade insouciante, etc., va s'arrêter. Et moi, c'est à l'âge de 7 ans, je me souviens très très bien, la première fois où j'ai vraiment pris, on dit que c'est l'âge de raison, mais j'ai été confronté à la disparition de mon grand-père maternel. Et c'est la première fois qu'autour de moi, quelqu'un que j'aimais, que je connaissais, que je voyais tous les jours, qui paraissait lui aussi avoir la vie devant lui, comme on dit, eh bien malheureusement, un soir s'en est allé, et bon, on l'a plus revu, on l'a emmené au cimetière. Et donc comme enfant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quand même une forme de gravité dans tout ça. Il n'y avait pas que l'insouciance. Et non. Et je dis, du
plus loin que je me souvienne, ma réaction, c'est étonnant, hein, mais parce qu'on peut avoir toutes sortes de réactions face à ça. On peut se dire que finalement, la vie, elle est faite pour en profiter, qu'elle va être courte, et que la réaction qui a été la mienne, ça a été une forme de refus de la mort, et se dire finalement, je vais refuser ça, je vais refuser cette finitude, cette disparition programmée, cette obsolescence définitive programmée, en essayant de construire des choses qui résisteront peut-être à ça. Okay. Je suis modeste, parce que ça résistera peut-être, ce que je fais comme ce que j'ai fait à titre personnel avec les miens, ma famille, ce que je fais comme maire, comme élu, etc. Mais je suis persuadé qu'il y a cette idée d'essayer de construire quelque chose qui finalement survivra peut-être à ma petite personne. Ça, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne... je ne sais pas s'il y a d'ailleurs une bonne manière de réagir face à ce drame quand même. Quand on est enfant, en plus... Quand on est enfant, qu'on est confronté à la disparition d'un proche, mais qu'en même temps qu'il y a la peine de ne plus revoir, en l'occurrence là, mon pépère Robert, malheureux, il y a ça, et puis il y a quand même assez vite la compréhension que ce qui lui arrive à lui, ça nous arrivera, ça m'arrivera à moi, ça nous arrivera à nous. Il y a assez vite l'angoisse de perdre les gens auxquels on tient encore davantage. Son père, sa mère, sa sœur. Tu as conscientisé énormément de choses, et on dirait que tu as conscientisé même peut-être ta vie professionnelle, parce que je trouve ça incroyable. Mais finalement, ton métier, c'est en sorte qu'on se souvienne de toi dans la ville. C'est en sorte que de faire des choses, alors je l'espère positives, bonnes, qui fassent, oui, que si un jour, voilà, ça peut être demain matin ou dans 40 ans, je ne venais à plus être là, oui, d'avoir marqué un peu le monde, d'avoir fait changer un petit peu les choses qu'on pensait truquées. Là encore, on peut rester dans l'histoire pour plein de choses, y compris des choses abominables. Érostrate, dans la mythologie, qui incendie un temple parce qu'il est obsédé effectivement par l'idée lui aussi de marquer l'histoire, et finalement le fait de la pire manière qui soit, en détruisant et en causant le malheur, parce que c'est un des extrêmes. C'est l'opposé de la construction. Mais c'est l'opposé. Alors c'est effectivement l'opposé de la construction, mais c'est une manière de marquer l'histoire. Oui. D'ailleurs, on se souvient encore de lui aujourd'hui, cet insensé qui a incendié un temple à Éphèse. Bon, ok. Mais à l'inverse, l'idée de construire, et après, qu'est-ce que ça veut dire construire? Ça veut dire finalement, ça peut être certainement pour un certain nombre de créateurs, d'artistes, d'avoir une œuvre qui finalement leur survive. Est-ce que c'est complètement conscient chez tous? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on agit forcément toujours de manière parfaitement consciente? J'en doute. Mais je pense que la création artistique est une manière, en tout cas, de dépasser sa propre finitude. On va bon, alors moi, je ne suis pas dans la création artistique, je ne prétends pas à ça. Mais par contre, on est chacune un artiste ou une artiste à sa manière aussi. Peut-être. Et en tout cas, oui, l'idée de créer quelque chose, de créer quelque chose qui nous survive peut-être. Là encore, il y a quelques décennies, j'aurais probablement été moins modeste que ça, mais faut être toujours très modeste. Mais peut-être qu'effectivement, la façon dont on a pu essayer de penser le territoire, les activités qu'on a pu faire attirer là, etc. Peut-être que dans quelques décennies, notre maroquinerie Hermès sera toujours là, qu'elle continuera à faire vivre les habitants de Charleville. Peut-être que les aménagements qu'on aura faits, qui auront réussi, auront permis de changer l'image des quartiers, les uns après les autres. Oui, c'est tout ça qui moi, me motive au quotidien. Et on peut replacer effectivement dans une réflexion plus personnelle sur finalement oui, la vie s'arrêtera un jour, la mort nous emportera, et ce qui restera, c'est le bien qu'on a fait autour de soi, et ce qu'on a essayé de créer et de construire. Et dans cette construction, d'ailleurs tu l'as dit dès que tu es arrivé, ce matin j'étais en province, comment tu fais pour tout gérer?
toi, en tant qu'homme, quand tu as une journée à Paris, tu reviens, tu as un rendez-vous à 13h, tu as un rendez-vous à 17h. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de, par exemple, des fois comparer à moi, où j'ai 3 projets dans la journée, je me dis, mais je vais courir partout et c'est 10 fois moins que toi. Donc, à toutes ces personnes, tu sais, qui sont pleines de projets, toi, comment tu fais pour des fois te relaxer 5 minutes avant d'enchaîner, ou c'est quoi ton petit truc à toi pour... Alors d'abord, très honnêtement, je plains davantage les gens qui n'ont pas de projet que ceux qui en ont plein. Parce que quand tu as plein de projets, quand tu les enchaînes, etc., il y a une forme d'adrénaline. Bien sûr, ta curiosité est sans cesse renouvelée, tu rencontres des gens différents, c'est chaque fois un petit challenge, etc. Et donc il y a quand même quelque chose... Qui te porte de base, déjà, voilà, quand tu as plein de projets. Certes, il y a des choses, ça peut paraître fatigant, on se passe... Mais moi, je ne veux pas raconter d'histoire aux gens, je suis très heureux de faire ce que je fais, d'avoir plein de travail, et je dis, oui, je pense que c'est bien pire, à la permanence, je suis aussi confronté à des gens qui cherchent du boulot, qui se cherchent un projet professionnel. Je les vois très malheureux de ça. Et je pense qu'on est plus malheureux de n'avoir pas ou peu de projets que quand ça déborde. Donc, il faut savoir, de temps en temps, aussi mesurer la chance qu'on a. Bien sûr. Oui, effectivement, tout est fatigant en soi. Enfin, il y a quand même une fatigue qu'on a quand on fait des choses qui sont diverses tout au long de la journée, qui permettent d'avancer, de construire. Il y a l'adrénaline, comme tu dis. Et il y a une adrénaline forte. Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est quand même le sport. Et ça, moi, j'étais pas quelqu'un de très... J'ai pas été un enfant très très sportif. Je racontais l'autre jour, on me disait que je m'intéressais pas au football. Je dis non, mais j'ai commencé par une mauvaise expérience. Je me suis intéressé beaucoup au football quand j'étais jeune, et puis le football m'a pas vraiment... je l'ai plus aimé que l'inverse. C'était pas très réciproque comme amour. Et donc j'étais toujours dans les équipes. Non, Ravignon, non, on va pas te mettre dans l'équipe. Là, on va prendre plutôt quelqu'un d'autre. Oui, tu restes en réserve parce que on aimerait bien te positionner autrement, machin. Bon, bref, j'ai assez vite compris que j'étais sur le banc pour voilà, j'étais sur le banc et durablement. Donc j'étais pas un gamin très sportif. Et puis ensuite, mes études m'ont pas tellement amené à en faire beaucoup. Par contre, je me suis vraiment remis au sport à partir du moment où j'ai été élu. D'abord parce que c'était vital. Là, tout à l'heure, je vais aller courir parce que vraiment pouvoir, à un moment donné, alors se retrouver et finalement... Être dans ta bulle. Oui, et être dans presque de nouveau simplement un corps. Oui. Voilà. L'esprit est beaucoup mobilisé, sollicité, etc. Mais redevenir uniquement un corps qui court, qui est en mouvement. Il y a un plaisir aussi à courir. Je le dis à tous ceux qui commencent la course à pied, passer les premiers mois, parfois les premières années, ça peut être un peu dur, un peu laborieux. Il faut quand même y mettre un peu du sien. Mais à partir du moment où on en a, je crois, pris l'habitude, il y a quand même une jouissance physique de l'effort, de l'exercice physique, qui est un truc incroyable. Enfin, c'est fatigant, ok, mais quand même, qu'est-ce qu'on est bien parfois en le faisant, parfois c'est un peu dur quand même, mais surtout quand on arrête, surtout après. Et le lendemain aussi, je sais pas si ça te qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'on est bien dans son esprit et dans son corps, n'ayant probablement d'ailleurs reconnecté les deux quand on a fait une bonne séance de sport. Donc ça m'a beaucoup aidé à retrouver de la sérénité, et puis ça m'a aussi appris quand on fait une course à pied. Dimanche dernier, c'était Sedan-Charleville. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Cette édition-là, sous la chaleur, c'était pour moi la plus difficile que j'ai faite. Même les plus difficiles que les premières éditions que je faisais, et notamment la première où j'étais novice, où j'étais pas sûr de terminer, où il y avait un peu l'angoisse de est-ce que j'arriverais à aller, etc. Honnêtement, ça a été vraiment très très dur. Et il y a plein de moments où on traverse l'idée, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je devrais arrêter, je devrais marcher, j'arrête, et puis voilà, c'est tout, je rentre. Oui. Eh ben non.
Bah non, tu te dis, bon, allez, ok, c'est penser, un peu comme il peut nous arriver dans d'autres circonstances d'avoir des pensées négatives qui nous amènent à dire, bon, je vais baisser les bras, tant pis, je passe à autre chose. Ou tu doutes, tu te dis, mais si j'arrêtais tout finalement, ben voilà, ça serait pas plus mal. Mais bon. Mais ça dure que quelques secondes. Et ça dure que quelques secondes, et tu reprends le dessus, et tu te dis, bon, allez, non, quand même, c'est pas possible, je continue encore un peu, et puis finalement, on arrive à la ligne d'arrivée. Bon. Donc, cette démarche-là du sportif, alors sans être un athlète, mais du sportif qui surmonte le découragement, la fatigue, etc., pour continuer à aller au bout du... C'est un peu ça qu'on a à faire aussi tous les jours, parce qu'il n'y a aucun dossier, aucun sujet qui soit un chemin de rose où tout va ça, comme sur des roulettes. Tu ne peux pas arrêter un dossier au milieu en disant si j'arrête le dossier. Voilà, donc, des fois c'est difficile, on subit des revers et puis on continue quand même. Oui. Et finalement, le sport, c'est presque une forme d'école. Oui, de parabole de la vie, ou la vie est une parabole du sport. Enfin, on a des moments où on est abattu, puis d'autres moments où finalement on reprend espoir et on se dit, bah, allez, ça y est, c'est bon. Et des moments où on se sent bien, d'autres où on se dit, mais c'est pas possible, j'ai les pieds en plomb aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et le fait de s'encourager et de savoir que on peut tenir et continuer à avancer, que ce qui compte, c'est encore un pas devant l'autre, encore un. Finalement, c'est un peu ça aussi, d'affronter les difficultés du quotidien. Oui. Donc je n'étais pas sportif, mais je le suis devenu, parce que ça aide puissamment à vivre, et à vivre bien. Ça apporte une certaine solidité déjà physique, et puis après psychique et psychologique. Et finalement, ça redonne confiance en soi, parce que comme tu dis, quand tu te dis que... Parce que dans le sport, quand même, pareil, moi je suis devenue sportive vraiment sur le tas. Et quand tu as envie d'abandonner, c'est une très grosse envie d'abandon quand même. Quand tu es en train de courir, c'est physique, c'est psychologique. Oui. Et quand tu le fais pas, tu te dis, tiens, si là, j'ai pas abandonné, est-ce que dans mon projet, je peux pas faire pareil ? C'est ça. Continuer. Et c'est vrai que ce que tu disais, la parabole entre les deux, je pense vraiment qu'il y a un pont entre le sport et peu importe le niveau, et ensuite la vie professionnelle ou privée. Ça n'a rien à voir avec le niveau. Il faut juste que ce soit quelque chose d'habituel, et quelque chose qui est ça peut être jouer au tennis, ça peut être ou au foot, ou à la limite le bowling est un sport aussi. Peu importe l'activité, mais je pense que c'est cette activité-là qu'on pratique dans le but de se donner un exercice physique est effectivement un peu à l'image de ce qu'on peut vivre dans la vie de tout court. Et donc, le sport aide à vivre. C'est pour ça que je pense qu'avoir une politique sportive, je reviens un peu à encourager les gens à faire ça. Oui. Faire partager ce plaisir-là, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental, parce que c'est une manière d'encourager, d'aider nos concitoyens aussi à vivre bien, à être heureux dans leur vie. Je pense que le sport aide à vivre. Puis, accessoirement, je pense que ça ne fait pas de mal à la santé, et que vieillir, c'est une chose. On sait tous qu'on a une espérance de vie qui s'est accrue par rapport aux générations d'avant, et elle s'accroît encore pour les générations les plus jeunes d'entre nous. Mais vivre en forme et vieillir en forme, c'est quand même encore mieux, et le sport peut y aider. Et est-ce qu'avec tout ça, tu laisses la place à l'ennui des fois ? Jamais. Alors ça fait des années que je n'ai pas connu l'ennui. Peut-être de manière très très fugace à certains moments de vacances, mais non, honnêtement, Et ça te manque pas ? Tu sais, des fois on dit que s'ennuyer c'est chouette, parce que c'est là où il y a plein d'idées qui arrivent, plein de projets aussi, ces moments. Et quand je dis ennui, c'est pas la façon péjorative, tu sais, c'est l'ennui où tu peux peut-être aller te balader et puis te dire... j'ai rien à faire pendant 1 heure. Enfin, j'imagine que ça ne doit pas t'arriver beaucoup. À vrai dire, même plus jeune, même enfant, je me suis assez peu ennuyé. Moi, c'est pas quelque chose. Quand je voyais que j'avais rien à faire, j'ai toujours trouvé quelque chose à faire, et toujours été plutôt dans une posture assez active. Ça doit être quand même en toi, ça. Je pense que c'est quelque chose. Construire.
effectivement, quand on est enfant, des dimanches après-midi où on a fini on a fait ses devoirs. Mais moi, j'ai toujours trouvé des trucs à faire. En général, je refaisais des trucs que j'avais déjà fait ou j'en découvrais d'autres. Enfin, je me suis jamais trop ennuyé. Mais là, vraiment, depuis que je suis adulte, alors là, j'ai plutôt l'impression de passer mon temps justement à courir après le temps. Voilà, si j'ai du temps, j'ai 20 possibilités, 30 possibilités de choses à faire que je sais qui vont me faire plaisir, qui sont urgentes, que je pourrais faire avec profit pour moi ou pour les autres. Donc vraiment, alors, je ne connais pas l'ennui, non, ça c'est un sentiment que je ne connais pas. C'est rigolo ce que tu me fais penser à Pascal Rambert, un directeur de théâtre français, et qui m'avait dit dès les premières minutes du podcast, je suis contre la mort, je suis contre ce projet, je n'aime pas du tout ce projet. Mais moi non plus, mais je suis d'accord. Et alors, effectivement, c'est une manière de m'opposer à ça en essayant, pardon, mais ça peut paraître prétentieux, mais d'être plus malin. Oui, mais toi, effectivement, si je devais lui parler, je lui dirais, oui, effectivement, tu vas finir par m'avoir, ça c'est sûr. Par contre, tout ce que j'aurais semé, tout ce que j'aurais fait, tout ce que j'aurais construit, etc., ça, c'est pas si sûr que tu réussisses à l'anéantir du même coup. C'est une manière, effectivement, peut-être d'essayer d'être plus malin que la mort. C'est assez fort ce que tu dis, et ça me fait penser à la culture mexicaine, tu as déjà dû en entendre parler. Et en fait, j'ai vu ça dans un dessin animé, mais aussi grâce à des gens mexicains qui m'ont raconté ça. C'est que tant que tu parles de la personne, même si elle est décédée, elle ne meurt pas. Exactement. Donc tant que tu parles de ses projets, tant que tu as une photo d'elle, tant que le prénom, le nom est échangé, et c'est un peu ce que tu essayes de faire, et ça se trouve, même 100 ans, 200 ans après ta mort, il y aura une rue Boris Ravignon, il y aura quelque chose. On n'en sait rien, j'espère peut-être. Le plus tard possible, en tout cas. C'est pour ça que j'ai dit 100, 200 ans. Ça va, ce que j'ai dit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme c'est un truc qu'on fait généralement une fois que t'es repassé, il vaut mieux que ne mettez pas une plaque ça tout de suite. Ça n'arrive pas tout de suite. Non, mais oui, si, c'est vrai, c'est ça. Je pense qu'effectivement, alors, oui, on vit plus de manière charnelle, ça c'est sûr. Et bon, alors, c'est aussi extrêmement agréable. Il y a aussi des choses de la vie qui, hélas, s'arrêteront un jour avec la mort, le plaisir d'être avec les autres, le partage, toutes ces émotions qui se vivent à plusieurs, les liens, les choses comme ça. Bon, ça c'est sûr que tout ça s'arrêtera. Mais bon, il est quand même un petit peu d'essayer de lui jouer un mauvais tour. Et puis surtout, moi je me suis toujours... j'avais cette idée que se dire finalement au motif que ça s'arrêtera un jour, on est seulement là pour profiter de la vie, comme parfois les gens le disent en accumulant les plaisirs sans forcément regarder plus loin, etc. Je trouvais ça un peu facile. Oui, d'accord. Et s'il y a probablement aussi quelque chose qui m'anime, c'est le refus effectivement des solutions faciles. Choisir plutôt, en l'occurrence plutôt tout ce qui est... Il y a un chemin très facile, plus dur, je vais prendre le truc plus dur, je ne sais pas pourquoi, on est fait comme ça. Mais je peux comprendre ce que tu dis, parce que j'ai connu un homme qui maintenant est en retraite, mais qui travaillait pour une boîte et qui était le PDG en fait, donc il était à la tête de plusieurs pays. Et lui, avec un immense sourire, il me disait « mais moi je joue. Je m'amuse, tout ça c'est un jeu, si je tire une mauvaise carte, mais c'est encore mieux pour moi parce que je vais me dire aïe aïe aïe, c'est la cata sur tous les côtés, sur tous les plans. Et c'est ce qui l'animait. Et j'ai l'impression que c'est un peu pour toi pareil. Oui, si ce n'est que dans le fait de dire c'est un jeu, je pense que c'était pas ce que voulait dire cette personne, mais on fait des choses sérieuses qui engagent parfois aussi bien sûr, la vie des autres, etc., ou leur sécurité. Plus un jeu dans le sens où c'était comme toi, s'il n'y a pas la solution... Mais en tout cas, le plaisir, on peut le prendre, pas forcément dans l'accumulation des plaisirs, mais aussi dans le travail, dans l'effort. C'est ça qu'il disait. Il y a dans le combat, au sens, naturellement pas au sens pugilistique du terme, même si ça m'arrive de monter sur le ring, c'est pas... Mais effectivement, on se bat au quotidien pour faire avancer ses projets, ses idées,
Et il y a un plaisir à cela. Et c'est pas du tout un... Enfin, on n'est pas maso quand on travaille beaucoup, Bien comme sûr. moi. Au contraire, si je le fais, c'est parce que je prends du plaisir dans mon travail. C'est pas parce que lorsqu'on est confronté à un problème ou un immense problème dans notre vie qu'il faut s'arrêter là et qu'il faut baisser les bras. Non, alors ça, c'est effectivement, ça n'a jamais été même si tous, comme tout, j'ai Oui, comme on tout est le humain monde, aussi. des moments d'abattement, des moments où Bien on sûr. se dit, bon là c'est vraiment très difficile, est-ce qu'il faut-il vraiment que je m'inflige cela? Bon, mais en général, la réponse est oui, et on continue, et on redouble d'efforts, et on va s'y prendre autrement, et on essaie d'avancer malgré tout. T'es tenace. Oui, je crois. De quoi tu es le plus fier dans ta vie? Du bonheur que j'ai, du plaisir, de l'aide que j'ai pu apporter aux autres. Enfin, avoir pu contribuer à créer des emplois dans mon territoire, faire que les Ardennais aient peut-être un peu plus espoir dans leur propre avenir, notre capacité à de nouveau nous développer. Tout ça, oui, sentir qu'on a donné de l'espoir aux gens, un espoir vrai, pas un truc fugace et rapidement déçu, mais ou qu'on a pu contribuer à faire évoluer les mentalités, les choses dans le bon sens. Oui, tout ça me rend plutôt content de ce que j'ai fait. Ça me dit qu'il faut surtout continuer et faire encore mieux. Et en t'écoutant, je me dis que tu peux être inspirant dans les choses que tu défends, dans les choses que tu fais pour certaines personnes, mais toi, qui t'a inspiré en tant qu'homme, femme, que ces personnes-là soient connues ou pas? Alors, moi, j'avais une relation très particulière avec mon grand-père paternel, qui était maire de sa commune, une petite commune d'Aubigny-les-Potets, dans Thiérache ardennaise. Ça, j'ai vu. Voilà, 300 et quelques habitants, à l'époque 310. Et mon grand-père a été pendant des années le premier adjoint du notaire qui était le maire de la commune, puis ensuite il est devenu maire, et moi donc je l'ai connu à ce moment-là. Et je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, à la fois pour sa disponibilité, son engagement. J'ai essayé d'en garder quelque chose, parce que le fait d'avoir une permanence ouverte à tous, toutes les semaines, ou pendant de 7h du matin à 13h, 6 heures d'affilée, je reçois tous les gens et on essaie de régler des problèmes. C'est lui, sans avoir institutionnalisé ça, c'était que en fait sa maison, c'était la mairie, et donc la maison de mes grands-parents, quand j'y étais, voyait défiler tous les gens du village qui avaient un truc à demander, une question, besoin d'un document, et donc j'étais très admiratif de cette disponibilité quasi intégrale, totale, qu'il avait à l'égard de ses concitoyens. J'ai beaucoup admiré ça, c'est vraiment cette espèce de don de lui-même aux autres. Et puis, puis je ne sais pas d'ailleurs s'il en était conscient, mais il m'emmenait dans ses tournées, je l'accompagnais quand on tenait le bureau de vote. Et ça m'a construit assez vite, effectivement, une représentation extraordinairement positive, presque héroïque, de ce qu'est l'engagement politique. Une disponibilité complète, quelqu'un qui... Et il était... mais ça reste, je crois, profondément, aimé, apprécié par ses concitoyens, qui lui rendaient ça. Il s'appelait André, donc c'était Dédé, viens boire un coup. Il y avait parce que les gens étaient reconnaissants du travail qu'il faisait, et donc elle se ressentait, cette reconnaissance, cette gratitude qu'ils pouvaient avoir, cette affection qu'ils avaient pour lui, reconnaissance pour le travail qu'il accomplissait. Donc, assez vite, moi j'avais l'image d'un engagement politique qui certes était quasi total, un truc à sa dimension, mais très envahissant dans sa vie, qui était par ailleurs artisan, menuisier, mais qui en même temps était une source d'affection, disons-le, et pourquoi pas même presque d'amour, partager, échanger avec les autres, de passion, qui était un truc très, très, très impressionnant pour l'enfant que j'étais. Tu as été marqué par tes deux grands-pères quand même.
Oui, oui, les deux ont contribué, effectivement. L'un, hélas, assez vite, parce qu'il nous a quittés très tôt, mais je pense que ça... Et puis, j'ai eu la chance de connaître mon grand-père paternel beaucoup plus longtemps. Voilà, jusqu'en 2001. Mais finalement, même si ton grand-père maternel vous a quitté assez tôt, j'ai l'impression que beaucoup de choses découlent de lui. Enfin, toute cette construction, cette envie de construire. En tout cas, c'est avec sa disparition. Avec ta prise de conscience. Que j'ai, à l'âge, effectivement, vers 7 ans, pris conscience de la finitude de la vie et qu'il fallait certainement, enfin, chacun interprète ça comme il le veut, comme il le peut, mais essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Et qu'en tout cas, oui, ça m'a sorti de l'insouciance, ça c'est sûr. Et pour résumer, dis-moi. Je voudrais pas, d'autant que ma grand-mère paternelle vit toujours, elle a 94 ans, elle vit toujours. Ma grand-mère maternelle est disparue, mais mes deux grand-mères m'ont aussi beaucoup compté, notamment parce que c'était deux très grandes cuisinières et que la cuisine est aussi un des grands plaisirs de ma vie. Est-ce que toi tu cuisines ? Ah oui, je cuisine très très régulièrement. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment, pour le coup, les moments où j'ai un peu de temps, je vais assez vite les remplir avec des moments de cuisine. Et ce qui est encore plus chouette, c'est de cuisiner avec sa femme, cuisiner avec sa fille, enfin cuisiner avec ses proches. Et pour les autres. Et quand arrive la fin de l'année, je suis toujours très heureux d'avoir du monde à la maison parce que ça, non seulement là, je cuisine, mais en plus je cuisine pour nourrir ceux que j'aime. Mais c'est vraiment beau de presque terminer, parce que j'ai encore des petites choses à te demander, mais de presque terminer sur ça, ce côté convivial, chaleureux et de partage. De toute façon, j'imagine que tu ne peux pas avoir ta fonction si tu n'aimes pas partager. Non, ça serait dommage. Parce que ce serait vraiment dommage. Ça doit être théoriquement possible. Hein. On peut, oui, mais ça doit être... Mais effectivement, ça doit être... si on n'aime pas partager, rencontrer les gens, échanger des choses... ça doit être compliqué. Partager des moments, justement, d'émotions intenses. C'est ça. Dans la vie publique, heureusement, ça existe. C'est même les meilleurs moments. Donc, si on n'aime pas ça, il reste d'autres petites choses, hein, mais ça doit être dommage. Est-ce que, parce que avec tout ce qu'on s'est dit, je n'arrive pas à résumer pour toi ce qu'est la vie en une seule phrase. Mais c'est très bien. Mais donc, encore une fois, je me base sur ce que tu m'as dit en 3 quarts d'heure de temps. Est-ce que pour toi, la vie, donc, c'est se battre, savoir s'isoler pour se ressourcer, partager et puis surtout construire pour laisser une trace? C'est forcément un peu tout ça. Je dois dire qu'on n'est pas unidimensionnel. Mais si je prends au sérieux la question philosophique, presque ontologique que tu poses, ou métaphysique sur c'est quoi la vie, pour moi c'est construire. Oui. C'est ça qui est l'axe le plus structurant de la plupart des choix que j'ai faits. Eh bien Boris, merci beaucoup et énormément de nous avoir reçus encore une fois. Merci à toi Victorine, merci beaucoup, avec plaisir. Et j'ai pour habitude aussi de laisser le micro à l'invité pour conclure. Donc les studios sont à toi. Et tu nous quittes sur ce que tu veux. Alors j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais merci parce que merci vraiment et sincèrement de cette invitation finalement un peu d'introspection. Oui. C'est quelque chose que, à part les gens qui ont l'habitude de méditer, ce qui est aussi une activité extrêmement utile et pour soi et pour les autres, dans le rapport qu'on a aux autres, mais l'introspection, c'est pas forcément quand on a une vie très bien remplie comme la mienne, quelque chose qu'on fait forcément. Et j'ai beaucoup apprécié notre échange, parce que finalement...
l'introspection tout seul face à soi, c'est pas forcément toujours très... C'est beaucoup plus facile finalement dans cette discussion de se poser les questions. Et ça donne une incitation encore supplémentaire parce qu'il y a une question et elle ne peut pas rester sans réponse. On veut apporter une réponse. Mais voilà, c'est une activité à laquelle j'ai eu plaisir à me livrer avec toi pendant cette séance. Et puis, comme je sais qu'on allait se voir depuis quelques jours, effectivement, j'ai réfléchi, effectivement, pour moi, c'est quoi la vie ? Et voilà, se poser de temps en temps cette question-là, c'est certainement... Alors, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais on gagne toujours à bien se comprendre, à se comprendre et essayer de... Voilà, connais-toi toi-même, c'est pas non plus une maxi... Enfin, une citation, quelque chose d'anodin et extérieur au champ de la philosophie dans lequel je crois qu'on est depuis tout à l'heure, même si on le fait avec beaucoup de légèreté. Mais je te rassure, après chaque podcast, les gens qui écoutent savent très bien que la réponse est la réponse de la personne, qu'elle lui appartient. C'est ça. Et qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas vraiment le but, c'est juste de se dire... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, c'est ça. Ah ben tiens, moi je pense pas ça, mais effectivement, ça amène une ouverture. L'expérience de découvrir qu'on va mourir un jour et que les autres qu'on aime vont mourir un jour est tellement dramatique et terrible, faut quand même dire les choses, que on essaie tous de se dépatouiller avec ça. On essaie tous de trouver la bonne réponse, pour soi et pour ceux auxquels on tient. Donc, franchement, s'il y a bien quelque chose qui unit puissamment, profondément les hommes, c'est leur humilité et leur fragilité face à la mort. Donc je crois que c'est dans cette discussion-là et dans la diversité des réponses qu'il y a surtout finalement le récit de la grande fragilité de l'homme. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère énormément que ce podcast vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré le faire. Encore merci à Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, et à la mairie, justement, de nous avoir accueillis directement dans les locaux. C'était vraiment génial de pouvoir tourner à l'intérieur. Vous l'aurez compris, pour Boris Ravignon, la vie, c'est de construire. Ça permet d'avancer, ça permet de se fortifier, et ça permet de toujours se battre et aller de l'avant et de tenir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On est sur YouTube et sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter un podcast. On vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao ciao.